I have the heavy task this afternoon to wake up during the siesta of Spain. Okay, so you know that the siesta is something which is... But Anders say that in the country of here, we have no siesta, okay? This is right? Okay. So I am very pleased to present my association. Now I will shift in the French language, as Julien has taken in French. Aussi, je vais vous parler en fait de la collaboration que nous avons entre donc l'association qu'on a créée il y a 2 ans et demi maintenant, et puis le syndicat intercommunal des eaux des Moises, c'est-à-dire que c'est un opérateur de l'eau. Et en collaboration avec le CRPF, c'est pour ça que j'ai été invité par Julien et aussi par Ander et Naya, que je remercie beaucoup, pour pouvoir m'exprimer aujourd'hui et donner l'avis des propriétaires forestiers, plus particulièrement des petits propriétaires forestiers. Alors ça va vous changer par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin. Ce matin, j'ai toujours entendu parler de surface de 130 000 hectares, de presque 2 millions d'hectares de surface. Et moi, je vais vous parler d'une surface qu'on veut monter jusqu'à 350 hectares, ce qui fait que c'est des décades en dessous, en fait. Hein, c'est beaucoup plus petit. Mais vous allez voir que c'est quand même très, très, très important. Hein. Alors, le contenu de ma présentation, c'est que je vais vous dire d'abord où est-ce qu'on est situé. Ensuite, un petit historique sans quoi vous ne comprendrez pas pourquoi on fait cette démarche. Enfin, les objectifs de l'association et puis le partenariat. Les actions que nous avons en ce moment. Et puis, pour le futur, qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur? Alors, tout d'abord, notre situation, vous pouvez voir sur le petit point rouge là-bas. Donc, on est près de Genève. On est un peu enclavé entre la Suisse, l'Italie et puis la France, un petit peu retiré, dans un coin qui est très sympathique où il y a beaucoup de ski et de tourisme. Pour être un petit peu zoomé un tout petit peu plus, vous voyez donc la zone rouge, c'est la zone d'alimentation et donc des opérateurs d'eau. Et puis la zone bleue, c'est la zone de captage et c'est la surface sur laquelle on fait des actions pour préserver l'eau parce que c'est une zone en fait, où il y a de la forêt. Donc c'est typiquement une expérimentation, hein, c'est au niveau du laboratoire là pratiquement, avec des contraintes qui sont quand même assez importantes parce que donc, on alimente à peu près 42 000 exactement habitants, sachant qu'il y a à peu près 2 millions de mètres cubes d'eau qui est consommée. Sur ces 2 millions de mètres cubes d'eau, il y en a 1,6 million qui vient des sources. Et puis, il y en a à peu près 5 ou 600 000 qui viennent d'une station d'épuration, enfin de purification de l'eau, l'eau étant prise dans le lac Léman. Et je vous ferai voir un tout petit peu plus loin qu'il y a des problèmes économiques qui se posent et qui sont quand même assez importants. Voilà, donc la zone du mont Fourchat est juste ici, là, avec au sommet du mont Fourchat une statue, c'est la statue de Saint François de Sales, donc, qui a vécu en 1500 et quelques, avec une vieille histoire entre les catholiques et les protestants, sachant qu'on est tout près de Genève, là, hein, on est enclavé dans cette zone. Voilà. Alors maintenant, si je regarde les zones de captage autour de cette zone là, qui fait donc à peu près 500 hectares, on a 6 zones de captage. Alors quand je dis une zone de captage, je peux avoir 2 sources, hein. On considère aujourd'hui que pratiquement toutes les sources qui viennent de cette zone ont été trouvées. Il n'y en a pas d'autres hein, aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres zones, il n'y a pas d'autres sources qu'on pourrait trouver. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Et donc, la zone là, il y a 2 communes, il y a la commune de Lulin ici, puis d'Aberpoche ici, qui opèrent elles-mêmes l'eau, c'est-à-dire que c'est elles qui s'occupent de la distribution d'eau. Et donc le Siem, qui lui fait 15 communes, et qui fait à peu près 40 000 habitants. Alors, pour l'histoire et l'évolution autour du mont Fourchat. Donc si on se place à peu près 80 ans avant, on avait une zone qui était relativement déforestée. Tout simplement parce qu'il y avait 40 fermiers à peu près. Ces 40 fermiers, donc, ils avaient besoin de beaucoup de foin parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les farines animales pour donner à manger aux vaches et tout ça. Donc la superficie qui était demandée était grande, donc la forêt n'était présente uniquement dans les zones où il était vraiment très, très, très difficile de faire les foins.
Et ces zones de forêt, la forêt était utilisée par les hommes, donc il y avait un équilibre, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient la forêt que pour le bois de chauffage ou que pour la charpente. Quelque chose qui est complètement différent par rapport à aujourd'hui. Et l'exploitation, elle était faite à la main, avec les chevaux. Donc on peut comprendre que les mètres cubes qui étaient retirés de la forêt en ce temps-là étaient un nombre qui était relativement en équilibre avec la régénération naturelle de la forêt. Alors, on voit ici, par exemple, vous voyez cette zone-là, j'ai repris la photo là, il y a 15 jours. Ça, c'est une photo à peu près il y a 80 ans. Vous voyez que là, bon, la ferme, elle a disparu, mais on ne la voit plus parce qu'en fait, la forêt sauvage ici est venue recouvrir à peu près tout le pâturage ici. Ici, dans cette zone-là, il y avait une petite plantation, mais très petite. Là, il y en a une maintenant qui est complètement, qui est bientôt en âge d'être mûre d'ailleurs et d'être exploitée. Donc, le paysage, en fait, a évolué durant ces 80 ans avec 40 fermiers, donc il y a 80 ans, et maintenant, il y en a uniquement 2, avec un besoin en surface de foin qui est beaucoup plus petite. Voilà. Alors, cette immigration rurale, qu'est-ce que ça a amené? Donc, ça a amené 2 choses. C'est que, premièrement, les parties de foin qui étaient, en fait, où la pente était très importante, à ce moment-là, elles ont été délaissées parce que les machines ne pouvaient pas y aller ou ce n'était pas rentable pour y aller. Donc, certains paysans qui ont arrêté ont planté. Ils ont planté comme pour des poireaux, en ligne, hein, avec de l'épicéa. Et ils ont planté d'autant plus en ligne comme des poireaux parce qu'en fait, il y avait des subventions, en fait, on payait les plants. Donc, ces forêts, elles sont des forêts de plantation. Ce n'est pas du tout la forêt naturelle, en fait, qui existait auparavant et qui était régénérée naturellement. Il y a une autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que le climat, en fait, a permis maintenant à la forêt de monter. C'est-à-dire qu'avant, on avait à peu près autour de 1000-1100 mètres. Il n'y avait plus la forêt, c'était les pâturages. Voilà. Maintenant, la forêt a monté. Donc, il y a plusieurs évolutions qui font que la forêt, maintenant, est un petit peu plus grande. Elle a complètement changé. Et on est arrivé en 99, là, avec la tempête qui a détruit complètement ces forêts qui étaient plantées comme comme un jardin. Donc il y a eu une perte d'argent qui était quand même phénoménale. Il y a eu une surcapacité d'exploitation des bois avec des mètres cubes de bois qui étaient disponibles et les prix tout d'un coup ont chuté. Il faut savoir que 80 ans avant, par rapport à aujourd'hui, le fait d'être propriétaire d'une forêt, les gens étaient plutôt riches. C'était un rapport qui leur permettait de vivre, d'avoir un certain confort. Quand on regarde maintenant, le propriétaire de forêt, la forêt n'est pas rentable du tout. Donc, il y a eu 2 phénomènes, c'est-à-dire que les paysans qui sont partis et en se disant on laisse, mais on ne va pas laisser nos champs comme ça, on va les replanter, donc c'est ce qu'on a vu. Et puis il y a les autres qui sont partis, qui étaient très tristes en fait, qui ont été obligés de partir parce qu'ils étaient trop pauvres, et ceux-là, en fait, ils ont complètement abandonné. Donc on est retombé dans une forêt qui était complètement vierge. Voilà. Alors, les lots qui ont été hérités en fait à la suite, c'est des lots qui vont entre 1800 mètres carrés et puis 14 hectares. C'est-à-dire que c'est des lots qui sont vraiment très petits. Et quand je vous dis 1800 mètres carrés, c'est la majorité qui est 1800 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a, une dizaine de gros propriétaires, mais tout le reste est des petits lots. Et donc, ça vous explique qu'il y a à peu près 600 propriétaires de petites parcelles. Ces petites parcelles, comme ils savent qu'elles ne sont pas rentables du tout, ils ne s'en occupent pratiquement pas, elles sont pratiquement abandonnées. Voilà. Alors, la forêt privée, là, sur ces 500 hectares, c'est 350 hectares, et il y a 135 hectares qui est de forêt publique, sachant que sur ces 135 hectares, ces 135 hectares sont gérés par l'ONF. Et il y a une petite partie de la forêt privée qui va être aussi gérée par notre association. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est que maintenant, aujourd'hui, pour les petits propriétaires, c'est impossible d'exploiter 1800 mètres carrés, tout seul. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Aucun bûcheron ne veut faire ça. D'un autre côté, on est dans une situation où la région où on est, elle est autour de Genève. Il y a un taux de croissance de la population qui est un des plus importants d'Europe, ce qui fait qu'il y a un stress sur l'eau maintenant, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas trop de soucis en fait, pour la capacité à fournir de l'eau, mais là maintenant, l'eau, ça commence à devenir un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la gaspiller.
Alors, le Mont Fourchat est reconnu comme un site hydrologique parce qu'en fait, il y a effectivement 6 zones de sources autour. Et alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'après les projets Alpo, après les discussions, c'est qu'il y a en fait des intérêts convergents entre les opérateurs de l'eau d'un côté et puis les propriétaires forestiers de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une synergie qu'on pense pouvoir être possible. C'est pour ça qu'on a créé une association. Alors, les associations en France, bon, c'est, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais il y a beaucoup d'associations en France qui se créent avec des statuts un peu particuliers. Et donc, on a créé cette association de petits propriétaires forestiers et en collaboration avec le CIEM, c'est-à-dire que le CIEM est intéressé par l'exploitation et par ses propriétaires, et puis le CRPF, qui nous a beaucoup aidé après ce projet Alpo. Alors, donc, les objectifs de l'association, c'est de faire un management de la forêt de manière reproductive, c'est-à-dire que dans le temps, on veut que notre forêt reste exploitable. On veut en fait rassembler tous les petits propriétaires pour qu'on puisse exploiter, que les bûcherons puissent exploiter les forêts. Ça, à mon avis, c'est un des gros problèmes qu'on a. Ensuite, pour le CIEM, c'est de chercher un label eau provenant de forêt. Je pense que c'est quelque chose d'important. Julien vous a fait voir tout à l'heure que la qualité de l'eau qui provient de la forêt est quand même quelque chose est nettement meilleur que le reste. Ensuite, cette forêt durable avec du jardinage, c'est-à-dire qu'on va faire des sélections de coupes et puis une régénération naturelle. On pense que pour le futur et pour les générations futures, c'est quelque chose qui va rester et qui va être durable. C'est-à-dire que la tempête de 99, les rapports du GIEC, tous les rapports sur le climat nous amènent à penser que ce nombre de tempêtes va augmenter. Et s'ils augmentent, et si on reste dans le même schéma qu'on a eu jusqu'à présent, on a toutes les chances pour qu'on ait de nouveau des destructions de forêts qui soient massives, voire même plus importantes. Voilà. Alors, ce partenariat avec le CIEM, évidemment, on a négocié quand même. Donc, on a dit, bon, OK, on veut bien faire cette exploitation de manière, entre guillemets, plus difficile, mais on va avoir un surcoût, et ce surcoût, il faut en prendre une partie, il faut que vous nous donniez quand même le surcoût, sachant que vous exploitez de l'autre côté cette eau, et cette eau, vous la vendez. Voilà. Et donc, effectivement, ce partenariat, on l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut éviter? Alors, le CIEM veut éviter ça. Bon. Pour les forestiers, pour les propriétaires forestiers, je dirais que ça, à la limite, c'est quelque chose qui est nettement plus facile, qui est nettement plus rentable que si vous faites du jardinage. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on s'est aperçu que quand vous avez des forêts, des coupes rases comme ça, tout le bord ici des sapins, là, ici, enfin des épicéas, eh ben, ils vont tout simplement mourir, ils vont sécher. Et puis l'autre problème, là maintenant, qui est alors beaucoup plus dramatique, je dirais, c'est qu'il y a une extension du bostryche dans toutes ces zones-là, qui est vraiment extrêmement importante. Elle est si importante qu'il y a eu une cellule de crise là, qui s'est réunie cette semaine avec le département pour prendre des dispositions pour voir ce qu'on peut faire. C'est un problème qui est majeur aujourd'hui parce que la forêt peut être complètement détruite. Voilà. Alors, le cycle de purification de l'eau, Julien vous en a parlé tout à l'heure, mais enfin, c'est juste pour répéter, c'est-à-dire que toutes les racines qui sont ici vont permettre, en fait, sur les 20 ou 30 cm de terre meuble, va permettre de filtrer l'eau. Après les 30 cm, pratiquement, l'eau, elle est soit purifiée, soit pas purifiée du tout. Alors maintenant, si on regarde le prix, le coût de l'eau, l'eau, par exemple, qui est dans nos forêts, les sources, c'est à peu près 1 centime d'euro. Elle coûte à peu près. Voilà. Si on fait un forage, ici, là, c'est un forage, là. Si on fait un forage, ça veut dire qu'on va creuser dans une nappe phréatique. Là, c'est à peu près 3 centimes de l'eau. Et si c'est une eau qui est purifiée, qui vient, par exemple, du lac Léman, on sait que c'est
c'est 20 centimes d'euros. Donc vous voyez que la différence de prix, du point de vue économique, c'est quand même assez important. Quand vous multipliez ça par des millions, ça fait tout de suite quand même des chiffres qui sont importants. Donc du coup, le fait d'avoir des subventions qui viennent des opérateurs d'eau, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible pour les opérateurs d'eau. Voilà. Alors, donc, juste pour vous résumer, donc, cette association syndicale libre du Montforchat, donc aujourd'hui, on est parti avec à peu près 30 sociétaires. Là, aujourd'hui, on est à 42. On a une superficie de 100 hectares. Donc, on a eu depuis le début, depuis 2 ans, 10 sociétaires qui sont venus. Donc, on est très content, parce que ça veut dire qu'on ne régresse pas, mais qu'on progresse. Alors, le problème, c'est qu'on a une surface supplémentaire de 40 hectares. Notre budget est un budget qui est vraiment très faible, hein, c'est 5 000 euros. Mais par contre, sur les coupes qui vont être faites cette année, ça va être à peu près 35 000 euros. Hein, c'est ça, 35 000 euros, ça veut dire que c'est les coupes de bois qu'on a planifiées. Voilà. Alors bon, ici, c'est les gens en fait, qui participent, qui font tourner en fait, cette association. Et vous voyez que le secrétariat, il est tenu par le SIEM, ce qui nous aide quand même beaucoup. Et puis qu'on a du point de vue technique, et des conseils qui viennent du CRPF et de Mireille Schaffer. Donc, on est beaucoup aidé, et sans le SIEM et sans le CRPF, c'est pratiquement mission impossible que de créer une association comme ça. Alors, les actions courantes, on a fait donc un PSG. Alors, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays d'Europe. C'est un planning qui est fait sur 10 ans, c'est-à-dire que chaque propriétaire en fait, a le relevé de toutes ses parcelles avec un comptage des bois qu'il a à l'intérieur, avec une prévision d'exploitation sur 10 ans, ceci étant fait tous les 10 ans. Voilà, donc ce PSG, il est fait par un professionnel, ça a un coût, par exemple pour les 60 hectares, c'est à peu près 10 000 euros. Voilà. Donc quelque chose que les propriétaires, les petits propriétaires forestiers ne pourraient pas se permettre. Voilà. Alors ensuite, on a eu des subventions de Rhône-Alpes et puis de la région, l'aide du CRPF. Le partenariat avec le SIEM a été signé avec un document officiel maintenant pour 5 ans, c'est-à-dire qu'ils sont engagés avec nous pour une durée de 5 ans. Or, 5 ans, ce qu'il faut voir, pour une forêt, ce n'est pas beaucoup quand même, mais si ça nous permet de démarrer et de continuer, c'est quand même bien. Alors ensuite, on a élaboré un cahier des charges, c'est-à-dire que ce cahier des charges, il a été fait avec le SIEM, où les propriétaires vont s'engager à exploiter leur forêt suivant des règles. Ces règles étant très contraignantes, je crois qu'on va les voir un petit peu plus loin. Ces règles étant très contraignantes, et pour compenser ces contraintes, on va payer les bûcherons et les débardeurs un tout petit peu plus. Voilà. Donc c'est ça le deal. Alors, on a organisé 2 chantiers pour cette année, parce que dans le plan simple de gestion, il était prévu de faire une exploitation pour la première année de 3000 m3, ce qui était au-dessus de nos capacités pour nous. Et donc, on a étalé ces 3000 m3 sur 5 ans, ce qui nous fait à peu près entre 5 et 600 m3 par année. Ensuite, on a suivi les premiers travaux, sachant qu'on voulait que ça soit un exemple d'exploitation. Et on a eu cette année un temps en Haute-Savoie qui était absolument abominable durant le mois de juillet et le mois d'août. Donc on a été obligé de stopper toute l'exploitation pour ne pas détruire, pour ne pas abîmer ni les chemins, ni la forêt. Et en plus de ça, on s'est aperçu que pendant le même temps, on a une invasion de bosses-riches qui nous pose des tas de problèmes, parce que là où on voulait faire que du jardinage, finalement on était obligé de couper parce qu'il y a le bosse-riche qui a attaqué les bois. Donc c'est quelque chose qui est finalement très, je dirais, dynamique et très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Et puis, on a aussi une route forestière qui est faite en collaboration avec le SIEM pour un montant de 120 000 euros. Cette route forestière, c'est 120 000 euros, hein, ça a changé. Et donc, c'est ce que vous a dit tout à l'heure Julien, c'est-à-dire que ces routes forestières, elles sont souvent mal vues par les communes parce qu'elles pensent que ça va polluer les sources qui sont en dessous, alors que c'est totalement l'inverse. Les routes forestières sont faites, celles qu'on fait, sont faites de manière à ce que justement toute l'eau est drainée et elle ne peut pas polluer les sources, alors qu'autrement, si les gens viennent avec des gros tracteurs pour débarder sur des longues distances et qui mettent à feu et à sang, et bien à ce moment-là, vous allez avoir une pollution des sources. Et quand vous avez une pollution des sources, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, c'est 20 000 personnes
qui sont impactés et que l'usine de retraitement doit compenser. Et que cette usine de retraitement, eh bien, évidemment, elle ne peut pas compenser. Voilà. Et donc, c'est une perte en plus de ça. Voilà. Alors, typiquement, voilà, ça, c'est un sapin là, qu'on s'est aperçu dans l'exploitation qui a pris le Böstrich. Voilà, donc, vous voyez qu'ici, là, le scolyte dessous est déjà passé. Et il faut dire qu'en 3 semaines, eh ben, on a des dégâts qui sont énormes. Alors, typiquement, du point de vue économique, comment ça se passe? Par exemple, pour une exploitation d'épicéa, c'est autour de 20 € par mètre cube. D'accord? Le surcoût pour faire du jardinage, il est à peu près de 6 € par mètre cube. Donc vous voyez que de 20 à 6 €, ça fait plus de 30% de supplément de coût. Donc ce coût, il est pris en charge par le CIEM, ce qui veut dire que pour les propriétaires forestiers, ça veut dire que c'est une opération blanche. D'accord ? C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se permettre en fait, d'avoir cette exploitation comme ça. Et puis, c'est quelque chose qui, pour les bûcherons, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire passer. Un bûcheron, il préfère avoir sa machine, et puis il fait une taille rase, c'est beaucoup plus simple. Parce que s'embêter, comme on voit par exemple ici, couper cet arbre-là, et puis couper cet arbre-là, sachant que celui-ci, je ne veux absolument pas qu'il le touche, ni en débardage, ni en coupe. D'accord ? Donc, ça veut dire que du point de vue des compétences, le bûcheron, c'est quelqu'un qui sait faire tomber l'arbre dans le bon sens et qui sait faire tomber celui-ci dans le bon sens aussi. D'autre part, le chemin qui est ici, on veut absolument qu'à la sortie, il soit identique à ce qu'on l'a trouvé à l'entrée. Donc, vous voyez que c'est absolument contraignant. Alors, ce chemin-là, par exemple, il a été fait avec un minimum d'impact en fait, sur le sol et on ne veut absolument pas qu'il soit utilisé par un tracteur partant de pluie. Voilà. Alors, le cahier des charges, donc c'est le jardinage, c'est l'utilisation d'huile biologique. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais bon, le prix de l'huile biologique, c'est à peu près 2 fois plus que le prix de l'huile classique. Donc, uniquement quand le temps est sec, vous imaginez que pendant le mois de juillet et le mois d'août, les bûcherons, là, ils n'ont pas pu travailler, ils ont des machines, ils ont des crédits, il faut qu'ils les remboursent, donc c'est un problème quand même qui est important. Donc, il faut prendre en compte donc, le Böstrich, on l'a dit. Et ensuite, sur les plantations, ce qu'on va prévoir, c'est qu'on va essayer de faire une plantation, faire un mixing d'épicéas avec des feuillus. Typiquement, chez nous, c'est plutôt du hêtre, parce que l'expérience nous a montré, alors je dis bien expérience, c'est vraiment comme ça, hein, c'est-à-dire que quand on a des épicéas et que dans une forêt d'épicéas, on a, je ne sais pas, 10 à 20% à peu près de hêtres. Il nous a semblé que pendant les dernières tempêtes, ces forêts-là étaient beaucoup plus résistantes que les forêts, tout simplement, d'épicéas toutes seules. Sachant qu'en plus de ça, on est dans des zones où il y a de la neige. Et l'évolution du climat à cette altitude fait que, souvent, par exemple, quand on a 50 ou 60 cm de neige poudreuse, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'avec l'évolution du climat, on a souvent des changements. C'est-à-dire que derrière, on va avoir de la pluie. Alors, si vous avez 50 cm sur une plantation d'épicéas de neige et tout d'un coup, il se met à pleuvoir pendant une semaine, vous allez avoir des tonnes qui vont s'appuyer sur les sapins et ils vont tout simplement craquer. C'est-à-dire que vous allez avoir des sapins qui vont être complètement cassés à moitié. Donc, il y a des dégâts complètement abominables. C'est-à-dire que zéro. Voilà. Donc, et donc, le dernier problème, c'est de trouver justement des bûcherons et des débardeurs qui sont bien formés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? Donc, il faut qu'on organise les prochaines coupes. Il faut qu'on fasse qu'on update le PSG. Alors ça, c'est un problème parce qu'en fait, c'est un problème de financement. C'est-à-dire que pour le premier PSG, on a eu des aides, mais maintenant, pour les nouveaux propriétaires, on n'aura pas d'aide. Donc, il faut qu'on trouve un financement pour faire ça. Ensuite, il faut qu'on organise les nouvelles plantations et qu'on les finance, sachant que c'est à peu près 2 500 € par hectare, et sachant que l'exploitation du bois n'est pas rentable aujourd'hui, ça veut dire que les gens ils vont mettre de leur poche pour replanter. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Du point de vue économique, ça ne se fait pas facilement. Ensuite, on veut faire des contrats avec les opérateurs d'eau, donc des 2 communes qui restent.
On recherche des projets européens, effectivement, parce que nous, on aimerait bien être dans des projets européens pour expliquer sur le terrain, un laboratoire, comment que ça se passe. Alors, bon, évidemment, les représentants de la Commission européenne, hein, ils n'ont pas l'air d'être très réceptifs à nos demandes aujourd'hui, mais je passe le message, c'est qu'effectivement, sur des zones comme ça qui sont en fait des laboratoires d'exploitation, j'aimerais bien que l'Europe prenne en compte ces problématiques et qu'on voit comment ça se passe, parce que notre petit 500 hectares, on peut en faire autant comme ça en Haute-Savoie sur tout le département. Voilà. Ensuite, on va faire, j'espère qu'on va pouvoir faire un partenariat avec le CRPF, c'est-à-dire que dans la continuité, c'est-à-dire sur plusieurs années, que sans quoi on ne peut pas faire. Et puis, on a des contacts avec, bien sûr, avec l'ONF qui exploite dans le même secteur une surface aussi. Voilà. Alors, je voudrais remercier donc Julien qui m'a permis de vous exposer notre petit problème là-bas perdu du côté du lac Léman. Mireille Schaffer qui est la représentante du CRPF dans notre zone et avec qui on travaille pratiquement tous les jours. Nicolas William, qui est le directeur donc, du CIEM de l'opérateur d'eau, Sylvain Augier, qui est du CRPF, les organisateurs de Fort-Risque, donc Naya et puis Ander. Je remercie beaucoup pour leur accueil, qui est vraiment très chaleureux. Les dîners sont merveilleux. J'espère que celui de ce soir, ce sera la même chose. Merci. Et puis leur gentillesse. Et puis, merci à vous. J'espère que vous êtes restés éveillés malgré le temps de la sieste. Merci.